Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la bande dessinée par leur travail. Et nous, vous savez, si vous écoutez ce podcast, que nous aimons aller chez tous les gens qui bossent au label 619 pour les séquestrer et leur poser des questions dès qu'ils sortent une BD. Et une fois n'est pas coutume, donc on se retrouve à parler d'une création originale du label 619 qui s'appelle Slum Kids. C'est un premier album pour son auteur Petit Rapace que j'ai le plaisir d'avoir avec nous. Salut Petit Rapace. Yo, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, ça me fait très plaisir et comme je disais en off, c'est le signe que le temps passe aussi, c'est que maintenant voilà, je fais des interviews de gens plus jeunes que moi, alors que pendant un certain temps, eh bien, c'était l'inverse, mais parce que donc c'est ta première bande dessinée, donc Slum Kids, qui est une histoire en fait qui se déroule dans le même univers d'un chapitre que tu avais déjà proposé dans Low Reader 2. C'est comme ça qu'on avait pu te découvrir. Donc ça, c'est juste pour resituer un petit peu le contexte, mais avant toute chose, déjà bienvenue donc et surtout merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Et mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours par rapport au dessin? Comment décrirais-tu Petit Rapace à celles et ceux qui ne le connaissent pas? Ouais, en vrai, moi, j'ai toujours dessiné, tu vois. Je lisais énormément de BD, de manga, enfin, très peu de franco-belge, mais beaucoup de manga quand j'étais petit. Mais en fait, faire de la BD, c'était un peu ce que je voulais faire depuis que je suis petit. Mais il y a un moment, je m'étais plus un peu orienté vers le dessin animé parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et du coup, j'ai fait une école d'art en cinéma d'animation 2D. Et c'est marrant d'ailleurs parce que mon court-métrage étudiant de dernière année, c'était déjà l'histoire de Slum Kids. Bon, c'est de la merde, hein, j'en ai très honte aujourd'hui, mais, mais c'était déjà un peu le délire avec les gosses en mode street. Et du coup, après cette école de dessin animé, je me suis orienté vers la BD parce que la réalité du milieu du dessin animé me plaisait pas de ouf en France, quoi. C'était surtout un technicien et tout, il y a pas trop l'aspect créatif. Enfin, t'es un maillon d'une chaîne, quoi. Enfin, bref, ça me plaisait moins, quoi. Et tu t'es dit que le milieu de la BD en France c'était mieux malgré Ouais, tout ce qu'on entend quand même sur la précarité des auteurs et tout ça. ouais, je me suis dit que pour être riche, c'était vraiment incroyable comme plan. Non, non, en vrai, c'est par passion, quoi. J'ai pas réfléchi par rapport à ces questions-là, quoi. Et alors comment on essaye un petit peu de percer dans le milieu? Comment est-ce qu'on en arrive à publier? Toi, euh, j'ai envie de dire comme dit, hein, j'ai pas du tout envie de faire le yeuve ou d'être paternaliste, mais Non, mais t'inquiète. comment on se fait découvrir voilà, quand on dessine, comment est-ce que tu essaies de te faire remarquer? En vrai, moi, je sais pas si tu parles par rapport à l'historique ou par rapport à moi aujourd'hui, ce que je fais, tu vois. Mais en vrai, moi, je pense que j'ai eu de la chance de ouf, quoi. Parce que, en vrai, je suis sorti de l'école, j'ai fait un dossier pour Slum Kids, déjà, à ce moment-là, que j'avais envoyé à Ron. Et, je pense perdu dans la masse de taf qu'il avait. Enfin, j'ai pas eu de réponse pendant un an, donc j'ai fait un taf alimentaire. Et après, il m'a recontacté, du coup, pour faire deux Doggy Bags. Et ensuite, c'est reposé la question de faire Slum Kids. Et comme, enfin, il a eu la pure idée de me faire faire un espèce de galop d'essai dans un low-reader, où ça m'a permis, tu sais, de mettre en place, même toute la charte graphique de l'univers, enfin, l'univers de manière générale, quoi. Du coup, c'était vraiment bien de faire cette histoire de 30 pages avant de passer sur le 100 pages. Mais Mais pas- voilà. Du coup, j'ai rien fait de particulier pour me faire remarquer, si ce n'est envoyer un dossier, quoi. Et Ron avait déjà commenté des publis sur Instagram avant, quand j'étais encore à l'école. Ouais, c'est plus à ça que je pense en fait, sur l'idée donc que j'ai l'impression que Instagram sert beaucoup à la fois pour les artistes à montrer leurs travaux comme une sorte de portfolio qui est accessible tout le temps, mais aussi du coup pour les éditeurs ou les collègues en fait à dénicher justement les talents de demain. Ouais, probablement, ouais. Pour le coup, j'avais rien publié ni rien avant, donc oui, c'est uniquement par ce biais-là que Ron m'avait remarqué à l'époque, ouais. J'avais fait un fan art de Angelino, comme tout le Ah, monde. donc c'est pour ça. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste de avant ta rencontre avec Run, c'est-à-dire que tu lisais beaucoup leur production un petit peu, c'est aussi une forme de bande dessinée de genre qui te plaît, puisque tu disais que tu lisais surtout du manga et pas de franco-belge, donc est-ce que tu lisais quand même un petit peu de ce qui se faisait de par le label ou pas?
À fond, ouais. Bah, comme j'ai que 25 ans, moi, j'ai grandi avec, quoi. Du coup, Hmm. enfin, j'ai grandi avec façon de parler, parce que j'ai découvert assez tard quand même, mais moi, je suis arrivé en école d'art à 17 ans, parce que j'avais un an d'avance, alors que je suis nul à l'école, mais je sais pas pourquoi j'avais un an d'avance. Et du coup, en fait, en fin de première année, début de deuxième, j'ai des potes qui m'ont fait découvrir bah, Mutafukas, The Grocery, Doggy Bags et tout. Et j'ai surkiffé, quoi. The Grocery, moi, j'ai vraiment ultra, ultra kiffé. Il y avait ce délire, tu sais, qu'il y a dans Slam Kids un peu de mignon sérieux, là, enfin, de perso mignon à qui il arrive des trucs hardcore et ça m'a parlé de ouf direct, quoi. Et c'est-à-dire que tu disais juste avant que l'univers de Slam Kids, tu l'avais déjà développé en fait dans ton court métrage d'animation. Est-ce que il est disponible quelque part ou tu le Non, caches? non, je le cache. Tu Je l'as sais- pas le... il est bien enfoui sur un disque dur, là, et c'est bien comme ça, je pense. Et tu vas pas le montrer très bien, très bien. Mais écoute, On ira. on fouiller dans ton disque dur prochainement pour des. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le voir, en vrai. C'est juste marrant pour l'anecdote que, enfin, c'est vraiment un univers que je bosse depuis longtemps. Bah, justement, bah, à ce titre-là, et dans mon approche un petit peu de la création d'univers, je pense que c'est super intéressant, de la même façon que c'est super intéressant quand tu vois le petit court-métrage Opération Blackhead de Ouais. Ron, de voir après comment tout ça a évolué en fait en Mutafukas après. Donc, mais effectivement, si après si t'en es pas content, c'est libre à toi de l'exposer ou pas. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de cet univers, de comment il t'est venu en tête un petit peu, comment tu l'as monté, puisque bah, comme tu le dis, ça fait pas mal de temps en fait que qui végète dans ton esprit. Ouais, mais du coup, vu que ça fait pas mal de temps, je me rappelle plus trop, tu vois, j'y repensé avant le podcast, là, je me rappelle plus trop ce qui a initié l'envie de faire ça à la base, mais je sais que moi, enfin, tu vois, par exemple, moi, l'histoire, je la trouve pas incroyable. Pour moi, c'est plus un espèce de prétexte à faire des trucs que j'avais envie de faire graphiquement, quoi. Et ouais, je sais pas, moi, ce qui me drivait, c'était vraiment ce délire du mignon sérieux, là, comme je disais, qui me parle de ouf. Donc, il y a The Grossery. Moi, par exemple, mes deux espèces de maîtres dans le dessin, tu sais, c'est genre Akira Toriyama et Tezuka. Hmm. Et l'un comme l'autre, ils ont fait des œuvres où il y a vachement ce côté, enfin, genre Dororo de Tezuka, là. Je sais pas si tu vois, c'est un truc de samouraï avec un gars, là, tu sais, qui perd tous ses membres, il a des épées dans les bras, là. Ouais. Et t'as le graphisme de Tezuka avec des persos super mignons et tout, mais où, pour raconter des trucs vraiment durs. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus impactant, quoi. Il y a ça, puis après, il y a des références hyper identifiées dans Slum Kid, genre Akira, il y Ouais. a, Oui. ouais, et il y a genre un film, La Cité de Dieu, là, qui est sorti en Ouais. 2002, que j'adore, quoi. Ça, c'était une des références principales aussi pour la BD. Il y a genre, En fait, c'est chiant que tu me le confirmes maintenant parce que j'ai toujours pas couché par écrit parce que moi je voulais faire juste une critique papier pour en parler parce que ouais, la Cité de Dieu, c'est un des trucs qui m'est venu en inspiration, mais aussi certains polars coréens en fait dans un petit peu dans le jusqu'au boutisme en fait du propos, c'est-à-dire que ouais, tu travailles l'intrigue sans échappatoire en général quoi et je sais pas si t'avais aussi du cinéma coréen dans tes référents parce que c'est un peu ce que ça m'inspirait, mais pardon, je t'ai coupé. non, 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 mais en vrai, t'as raison. Enfin, il y a moyen, quoi. J'ai pas, là, comme ça, j'ai pas de référence précise à Hmm. te donner, mais il y a moyen que ça m'a inspiré, ouais. Mais tu sais, par exemple, ça se base sur le petit encart qu'il y avait dans le Low Reader avant mon histoire, là où Ron avait fait un petit truc sur, bah, justement, la vie de certains gamins dans des décharges, dans la vraie vie et tout, quoi. Enfin, ce truc-là, ça m'a inspiré. Ce contexte réel-là m'a inspiré, mais tu vois, dans Slum Kid, j'essaye pas de parler particulièrement de ça ou de dénoncer, tu vois, leurs conditions de vie à eux ou quoi. Moi, c'est plus un support pour, moi, je vois plus le bidonville et la décharge comme dans un mer béton, tu sais, traiter la ville comme un personnage. Là, il y a un peu de ça Hmm. dans ce que je voulais faire. Mais c'est pas politique, quoi. Je veux dire, la démarche de parler de cet univers-là. Mais sinon, dans les influences, je peux citer aussi, genre, Sa Majesté des Mouches, là, le bouquin de William Hmm. Golding, là, que j'avais surkiffé. Je suis pas du tout un grand lecteur de livres, s'il y a pas d'image, quoi. Mais, euh, mais pour le coup, ça, je l'avais dévoré, quoi. Genre, vraiment le délire des enfants qui se retrouvent sur une île déserte et qui recréent une espèce de société d'adultes. J'avais trop kiffé. C'est Stephen King qui disait ça aussi sur le fait de faire des histoires d'horreur avec des enfants comme personnages principaux, que c'était super intéressant parce que les enfants, c'est vraiment des buvards, quoi, enfin, par rapport à leur environnement. Et du coup, ben, leur caractère, il est hyper changeant par rapport à ce qui leur arrive et tout. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi, de prendre des enfants comme personnages principaux, je trouve.
Et Ouais. voilà, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, c'est un peu décousu, mais Non, non, mais c'est aussi même cette réflexion que je me fais sur ces personnages d'enfants où effectivement enfin, t'as même une réflexion donc dans l'album Slum Kids où NJ dit qu'il est un adulte et qu'il essaie de prendre quelques exemples pour dire qu'il est un adulte et où t'as ce décalage où tu penses toi-même, tu te dis, mais non, en fait, t'es qu'un gosse perdu dans un univers absolument terrible et effectivement, tu te retrouves à faire des trucs mais qui sont absolument pas de ton âge et tu crois qu'en fait, ça te rend adulte alors que non, tu restes qu'un gamin qui maîtrise pas en fait forcément les événements qui lui arrivent. ouais, ouais. Tu penses genre au truc là de je fume, je sniffe et tout. Ouais, c'est ça, bah, le truc qui est même je crois en quatrième de couverture en citation, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais ça, du coup, c'est un truc de la Cité de Dieu en plus. Enfin, j'ai un peu Ouais. reformulé, mais c'est le petit gamin de la Cité de Dieu là qui est sur la jaquette avec son flingue là qui dit Ouais, ça. bah ouais. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que j'oublie peut-être un passage, c'est que, et tu l'as dit juste avant, c'est que tu avais quand même fait une histoire dans Doggy Bugs. Effectivement, c'était volume 17. Ouais, C'était avec Royer, je crois. Donc, ouais. ça s'était venu comment? C'était Run qui t'avait mis avec le scénariste. Vous vous connaissiez avant? Comment vous avez fait? Au final, c'était ça vraiment ta première BD publiée? Yep. Mais en fait, j'ai fait un autre truc avant, mais je sais pas si je peux le dire parce que ça sort genre fin d'année, mais je vais prendre le risque en vrai. Je pense que c'est ok. Mais la toute première BD que j'ai faite avec le label quand je suis arrivé, c'est une BD où Run faisait le scénario et c'était un truc. Ouais, non, je vais pas dire de quoi ça parle, mais c'est la toute première BD que j'ai fait, c'était avec Run au scénario et c'est jamais sorti et ça sort dans le Low Reader 3 là fin d'année. Et ça, c'était impressionnant pour toi bah, je sais pas si t'avais l'habitude déjà bah, du coup, oui, t'avais déjà travaillé avec Ren en tant que scénariste. C'est facile pour toi de t'adapter à un auteur. Bah, pas de ouf, ça dépend en fait. Genre, le truc, c'est que Run, quand il bosse en tant que scénariste, tu sais, il a déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, même ici, mais il s'adapte vachement au dessinateur. Il va pas hésiter à changer des trucs exprès parce que toi, t'as storyboardé la scène d'une certaine manière ou quoi. Et c'est vrai que, enfin, même vous verrez, enfin, les gens qui écoutent verront dans le reader qui sort, mais ça match de ouf avec ce que je kiffe dessiner, quoi, l'histoire qu'on avait fait avec Run. Et c'est vrai que dans le Doggy Vice 17, pour le coup, moi, c'était un peu plus éprouvant parce que, bah, c'était pas du tout mon univers et il y avait je devais dessiner genre je sais pas des trucs que j'avais tu sais, tu vois des paysages réels de certains pays où j'avais jamais été donc c'était vraiment une galère, enfin c'était pas un kiff incroyable, j'avoue. Ah ouais, c'était d'accord. C'est C'était une pure expérience, hein. J'étais encore ça m'a fait progresser de ouf dans la BD et tout, mais je suis pas très content quoi du travail là-dessus. bah, de toute façon, j'ai envie de dire que les trois quarts des artistes, si tu leur poses des questions sur leurs œuvres passées, ils en sont jamais contents au final. Ouais, Et c'est ouais. encore pire plus ça avance dans le temps, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être se revoir dans 4 ans et tu diras, ah ouais, vas-y, Slum Kids, en fait, c'était nul, j'aimais, je sais pas, j'aime plus. Bah, je Mais peux te le dire maintenant si tu veux. non, mais non, bah faut pas, la BD vient de sortir, donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, comment on construit un petit peu ces personnages aussi? Donc NJ, Lombric, Bambi, donc dans ce tome-là, tu avais aussi Iggy dans la petite histoire de Low Reader. Et est-ce que tu avais aussi dès le départ l'ambition effectivement de pouvoir faire cet univers avec plusieurs personnages que tu retrouves dans une histoire ou dans l'autre, puisque de ce qu'on comprend et de ce que tu m'as déjà confirmé avant qu'on fasse cette émission, c'est que Slum Kids en fait ça va être plusieurs tomes d'histoires séparées, mais donc situées dans cette grande dans le même univers. C'est ça, ouais. En fait, ce que je te disais là, le but c'était qu'à chaque nouveau tome, ce soit à chaque nouvelle histoire de Slum Kids, on garde comme dénominateur commun le fait de suivre des enfants dans cette décharge et en injectant des éléments bah, fantastiques, d'horreur fantastique, quoi. Mais ouais, que ça change de personnage à chaque fois, mais qu'on en retrouve. Enfin, par exemple, là, dans le tome 2, sans rien spoiler, on retrouvera les personnages du tome 1, mais ce sera pas les personnages principaux qu'on suivra pendant toute la durée du bouquin, quoi. D'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment bah, tu construis ces personnages-là, à la fois en termes de design et de personnalité, c'est en fonction d'une envie de caractère ou même de cara design qui te motive, comment tu les imagines? Ouais, c'est un peu chaud comme question, mais en vrai, tu sais, je pense que quand je crée mes persos, je définis dans ma tête vraiment précisément leur caractère, et ensuite le chara design est censé refléter ça, tu vois. On va dire que je pense plus les trucs dans cet ordre-là. Et après, je sais que mes persos,
Bah, par exemple, là, dans Slum Kids, ils sont tous un peu clichés, quoi. Enfin, c'est tous un peu des caricatures d'un certain profil de personnage un peu, tu vois, classique qu'on retrouve dans plein d'œuvres. Genre, le petit qui se fait bully, le mec un peu teigneux, la grande sœur et tout. Et du coup, c'est des archétypes assez simples, mais où j'essaie de construire des trucs à partir de ça. Et après, je sais que je travaille assez le caractère de mes persos et tout pour que quand je fais mon storyboard, par exemple, ben, je vais savoir, moi, la situation dans laquelle je vais les mettre, mais ensuite, ce que eux, ils font. Moi, j'ai vraiment ce truc un peu cliché. Ça fait peut-être un peu, je sais pas, hipster, c'est ou arty de dire ça, mais j'ai quand même, je ressens vraiment un peu ce truc-là, moi, des personnages qui se mettent à bouger tout seuls, tu sais, Mhm. je pense que quand t'as bien défini le caractère d'un personnage, c'est lui qui, il y a des choses qu'il fait tout seul quand t'es à l'étape du storyboard, parce que juste ça match avec son caractère et tu te dis, bah, c'est ça qu'il ferait, quoi, vu comment il est dans cette situation-là que moi, j'ai imaginé, tu vois. C'est-à-dire que sur ton storyboard, quand tu le construis, tu te laisses une certaine marge de liberté en fait pour te laisser surprendre en fait par l'histoire, ou tu as quand même quelque chose qui est très cadré et dès le départ tu sais quand même que tu as disons tes 116 pages et donc il faut qu'à la page 50 tu utilises pas ça, à la page 70 il se passe Non, ça. non, ouais, c'est pas cadré du tout. C'est carrément, enfin, c'est beaucoup plus en mode intuitif. Je sais en gros les gros événements qui se passent et je connais bien mes persos, quoi. Et c'est tout, quoi. Je pars avec ça pour faire mon story. En vrai. Ok, ouais. D'un point de vue un petit peu artistique, tu as parlé un peu de tes influences de toute façon au niveau du manga et de l'animation, mais c'est quelque chose d'un peu enfin, ouais, qui fait un peu cartoon par moment, alors que tu montres quand même des choses super sèches. Est-ce que tu penses aussi que le style que tu as, à la manière de ce gros série que tu citais avant, ça permet pas forcément d'adoucir ce qu'on voit, mais on va dire que c'est peut-être plus simple à montrer parce que si t'es dans une approche plus réaliste, disons qu'il y a quand même des scènes qui seraient absolument abominables. Ben, je sais pas, je pense que t'as raison, mais en même temps, je pense que ça renforce l'impact aussi, tu vois. Parce que je pense que c'est super facile de s'attacher à des persos tu vois, qui sont mignons, quoi. Surtout quand c'est des enfants et que le but c'est que t'es le seum quand il y en a un qui meurt, tu vois, par exemple. Mais du coup, je trouve que je sais pas, je trouve que ça renforce les émotions à la lecture, ce graphisme-là pour raconter ce genre de choses. Mais t'as raison, en même temps, si c'était dessiné de manière réaliste, ce serait vraiment atroce, quoi. Donc c'est vrai que d'un côté, peut-être que ça me permet d'aller encore plus loin dans la violence certaines fois ou ce genre de choses, quoi. C'est quelque chose qui te plaît de dessiner des trucs ultra violents. Je sais pas. Non, pas particulièrement. Mais après, c'est marrant cette question-là parce que tout le monde a une échelle différente, tu vois, de ce qu'il trouve vraiment violent ou pas. Il me semble que j'avais écouté un épisode de First Print où vous parliez de Mutafukaz 86 et je sais plus si c'était toi ou quoi, mais qui parlait du fait qu'il avait, tu sais, il avait été choqué par la scène où j'ai complètement oublié son nom, mais Burrito, il meurt. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et moi, je sais qu'à la lecture, bah, ce truc-là, ça m'avait pas choqué, quoi. Enfin, alors que c'est vrai que c'est atroce, en fait, quand je prends du recul. Je me dis, mais en fait, c'est dur, quoi. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas l'impression de le ressentir pareil, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si Voilà. c'est clair, mais. Ouais. Ouais, bien sûr. Après c'est aussi que c'était devenu un running gag en fait pour en vouloir à Ren, à Simon, hein, d'avoir tué effectivement le petit Ouais, ouais, ouais. burrito qui était trop mignon. Mais j'ai eu très peur même en lisant ton tome 1 parce qu'il y a une mascotte aussi. Voilà, il y a une mascotte, donc on va rien. Et j'ai eu peur. Je me suis dit putain, il va nous refaire un coup à la burrito aussi. Celui-là, ça va pas bien se passer quoi. De- Non, non, de- j'aurais pas osé. C'est juste que, ouais, par rapport à cette question de la violence, genre, non, je kiffe pas particulièrement dessiner des scènes violentes, mais je kiffe dessiner par contre de la bagarre, quoi. Et du coup, vu que ce que je voulais dire par rapport à l'échelle de la violence là qui est un peu personnelle, c'est que des trucs qu'on va penser que moi j'ai fait ça en mode c'est hyper trash et tout. Moi dans ma tête c'est pas forcément hyper trash. Du coup moi je vois plus l'aspect esthétique derrière, tu vois, ou ce que ça me permet de faire esthétiquement dans la BD, que ce soit dans le cadrage, tu vois, ou les angles de vue, ce genre de trucs, quoi. Mm. Oui, puis il y a quelque chose qui marque aussi, que ce soit dans la courte histoire de Low Reader ou ce premier tome, c'est l'incursion du fantastique, en fait, dans ton univers. Parce qu'on pourrait rester dans quelque chose de très violent. Et autant dans le Low Reader, en fait, le fantastique arrivait par un biais détourné parce qu'on avait l'utilisation de la drogue notamment, donc tu peux justifier d'avoir des hallucinations, des choses comme ça. Ouais. Autant sans révéler quoi que ce soit dans ce tome 1, c'est plus frontal, on va dire. C'est quelque chose, là on est vraiment dans du vrai fantastique. Et ça c'est quelque chose aussi que tu voulais vraiment inclure
peut-être parce que ça te permet aussi effectivement de te faire encore plus plaisir sur le dessin que si tu restais dans un contexte trop terre à terre. Ouais, en vrai, c'est 100% ça la raison. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose de plus en justification de pourquoi j'ai mis ça. Et tu regardes beaucoup alors je sais pas, des films d'horreur ou tu lis des autres BD d'horreur aussi pour justement t'inspirer après dans les designs justement des choses qui deviennent surnaturelles. Bah, pas particulièrement, mais tu vois, par exemple, dans le Low Reader, le Doug, là, quand il se transformait, c'était une ref à un boss de Resident Evil 4. Et Ah ouais, ouais, ok. tu vois lequel? Ouais, je crois du coup. Ouais, ok. Et dans Slime Kiss, bah, c'était vraiment une ref à Akira, quoi. Mhm. Après, si, j'avais une ref d'un film d'horreur, c'était The Grudge. Parce que dans The Grudge, il y a cette justification-là de pourquoi il y a ces fantômes-là qui hantent la maison. C'était le délire du fantôme vengeur, là. Ouais, Que quand tu meurs avec des regrets, et de la haine et tout, enfin, pour un truc injuste, quoi, tu reviens te venger, quoi. Et du coup, j'ai repris un peu ce concept-là pour justifier le fait que l'ombrique revienne. Mais après, oui, en vrai, majoritairement, c'était pour me faire plaisir visuellement. Et d'accord. c'est vraiment Akira, quoi, visuellement, ce que je voulais faire. Enfin, je kiffe trop le délire de petits gosses qui se battent contre des gros monstres. Je trouve ça trop stylé, quoi. Ouais. Et il y a aussi quelques idées de mise en scène qui sont, je trouve, super intéressantes. Moi, j'ai notamment cette page où en fait, t'as un fond noir et dans l'ombre, en fait, se dessinent les traits de NJ, justement, quand il revient se venger, quand il veut se venger, qu'il apparaît vraiment dans l'ombre, qui est super impressionnante. Ça aussi, les idées de découpage, elles viennent dans ta tête. C'est à l'instinct que tu le fais. Est-ce que parfois tu montres aussi que ce soit peut-être à Run ou à tes potes, où ça te permet d'en discuter un petit peu pour avoir la meilleure mise en scène possible? Je sais pas, je pense que c'est quand même assez intuitif. Je montre pas particulièrement mon travail. Enfin, une fois que mon storyboard, là, pour le Thomas, une fois que mon storyboard a été validé, ben, j'étais un peu en mode sous-marin pendant plus d'un an, là, à faire la BD. Je me montrais un peu, mais ponctuellement, tu vois. C'était pas, je demandais pas des retours tout le temps. Du coup, ouais, je sais pas, je pense que c'est assez intuitif. Après, comme j'ai dit, je me nourris vraiment j'ai toujours vraiment lu de la BD, du manga et tout. Je mate plein de dessins animés, tout ça. Donc, je pense que tu sais, j'ai des codes visuels dans la tête où ça ressort assez facilement, tu vois. Ce que je veux dire, j'ai pas trop besoin de me questionner. Parce que c'est très cinématographique, anime, quoi, le truc où il sort de l'ombre, là, Ouais, ouais, ouais. particulièrement, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'au final, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette scène en me disant que c'est stylé. Mais moi, enfin, là, je peux pas, mais je veux dire, je pourrais citer 40 animes où il y a cette scène, tu vois. C'est juste qu'en BD, bah, je sais pas, peut-être que ça avait pas été fait beaucoup avant. Oh, que juste là, elle marque particulièrement parce que Ouais, peut-être, ouais. t'as l'effet cinématographique qui intervient, t'as le visage déformé par la colère de ton personnage. Enfin, il y a et surtout que ça arrive aussi quelques pages après, on va dire quand même le gros basculement de ton album aussi, donc on va dire la séquence choc. Donc forcément sur le lecteur, ça marche aussi, mais ça aussi, j'imagine que tu le planifies bien dans ton découpage aussi, de te dire que donc parce que tu penses aussi au fait que c'est toi qui dois quand même un peu on va dire contrôler les émotions de ton lecteur, essayer de l'attirer un maximum en fait dans ton histoire. Donc situation initiale, perturbation, le gros moment choc, puis les déroulements, tout ça c'est très cadré. Hmm. Bah, la construction de base comme ça, ouais, je l'avais à la base, quoi. Ce qui est intuitif dans mon découpage, c'est plus ce qui se passe, tu vois, comme je disais tout à l'heure, dans les scènes où j'ai le contexte déjà dans ma tête, quoi. Genre, par exemple, bah, ils vont aller voler deux mecs camés, là, Mhm. enfin, au début de l'histoire, je spoil pas grand-chose. Et, euh, et voilà, juste, ils vont arriver en scred et ils vont les voler en arrivant par derrière. Moi, j'ai ça en tête de base. Et après, je commence à storyboarder le truc et ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les personnages, ils le font un peu d'eux-mêmes au fur et à mesure que je dessine la scène, quoi. Mais oui, Ouais. après ce que tu disais, les grands axes de l'histoire, les éléments perturbateurs et tout ça, j'avais à la base, ouais, carrément. Et alors quand même, pourquoi, que ce soit dans Low Reader et dans ce premier album, pourquoi autant de noirceur? Pourquoi pas de happy ending? Pourquoi pas d'espoir un petit peu pour ces gens? Parce que j'ai vu quelqu'un en plus qui disait qu'il y avait un petit peu d'espoir dans le récit
Et vraiment, ça m'a interpellé en me disant, mais on n'a pas dû lire la même BD, parce que pour moi, ton truc, c'est ultra noir, en fait. Et il y a pas vraiment de rédemption pour qui que ce soit, quoi. Donc, c'est une volonté, c'est que tu n'aimes pas les émotions positives. J'aime pas les gens heureux. Non, 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 en vrai, je sais pas. Je sais pas, c'est dur de répondre à cette question, en vrai. Parce que comme je dis, c'est quand même assez intuitif dans le procédé, du coup, je sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a de l'espoir un peu quand même, tu vois. Enfin, il y a, genre, Bambi, elle est sympa, tu vois. Elle va, peut-être elle va faire des choses positives par la suite. Enfin, et puis tout le monde ne meurt pas, tu vois, au final. Mais ouais, non, je sais pas, je sais pas. Après, tu sais, moi, vu que graphiquement, j'ai ce délire un peu mignon, tout, avec les petits persos tout ronds et tout, bah, un truc que j'aimerais bien faire un jour, c'est de la BD pour enfants. Donc, j'ai pas pour ambition de raconter que des trucs hyper dark, tu vois. C'est juste que moi, comment je me suis construit dans le dessin, il y a un peu deux écoles où on va dire qu'il y avait plein de trucs que je lisais, c'était des trucs hyper violents et tout. Genre, moi, j'ai grandi avec Berserk, ce genre de trucs. Mais par contre, graphiquement, ce qui m'accroche de ouf en général, ça va plus être des Picara à la Nintendo, tu vois, ou genre, bah, Tezuka, Dragon Ball et tout. Genre, mon perso que je trouve le plus stylé de tous les temps, c'est Astro Boy, tu vois. Et pourtant, Mhm. pourtant, je kiffe bah, la violence et tout. Genre, j'ai adoré Ultra Mega, tu vois, par exemple, récemment. Mhm. Comme tous les gens qui dessinent, je crois, j'ai l'impression, mais du coup, j'aime cette esthétique de la violence, mais avec des petits persos. Du coup, enfin, voilà, je pense que j'avais pas pour vraiment but de raconter un truc super dark, quoi, mais juste c'est venu plus ou moins naturellement. Bah, à partir du moment où j'avais le contexte et les personnages, ben, il se trouve que ce qui s'est raconté, c'est un truc super dark, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme ça que Mhm. je vois le truc. D'accord. Et c'est plus simple pour toi alors, un format libre, enfin libre, même si ta pagination, tu dois la maîtriser, mais le long format par rapport à l'exercice de la courte histoire en 30 pages, c'est quoi le plus facile pour toi? Bah, franchement, le 30 pages, c'est moins long, tu vois, à faire. Mais, euh, Mais je sais pas, parce qu'en même temps, tu dois quand même vachement condenser sur une histoire de 100 pages. On pense pas à ça, en fait, à la base. Quand on dit 100 pages, tu te dis, waouh, j'ai la place de raconter un milliard de trucs. Et en fait, pas du tout, quoi. T'es quand même obligé de cut des scènes et tout, donc, et d'aller à l'essentiel. Donc, je sais pas. Je pense que j'aime bien quand même l'exercice de 100 pages. Mais je pense que, par exemple, faire des BD comme Neyef ou Bablé à 200-300 pages, ça doit vraiment être trop dur, quoi. C'est pas quelque chose qui t'intéresse forcément? Bah, Bah, peut-être plus tard, quoi, quand j'aurai vraiment une méthodo par rapport au dessin, enfin, par rapport à une méthode de travail vraiment hyper aboutie, tu vois, où je suis sûr de ce que je fais. Quand j'aurai plus d'expérience, pourquoi pas, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, ça me paraît chaud, quand même. ouais. Bah après, ça peut être aussi une occasion pour toi de relever des défis. Mais effectivement, l'idée, c'est peut-être pas de te cramer à 25 piges, quoi. Ouais, ouais, bah après, là, les Slam Kids, moi, j'ai vendu un truc où chaque tome, ce serait un 96 pages, tu vois. C'est un Ouais. format fixe, quoi. Et ça, tu sais à peu près jusqu'à combien tu veux le faire? T'as un certain nombre d'histoires déjà écrites ou ça aussi, tu improviseras? Ouais, en vrai, je sais pas. Je vais voir si j'ai des idées qui pop. Mais après, moi, là, j'ai 3 tomes en tête. Mais je sais que ça dépendra aussi du succès du tome 1, si je peux faire un tome 3 ou pas. Donc, à voir, quoi. Ouais. Puis, Ouais, forcément. je pense qu'après le tome 2 j'en aurais marre de dessiner des poubelles et j'ai envie de peut-être de faire autre chose. Donc, je sais pas, peut-être que j'essaierai de négocier avec Ren une pause pour le temps de faire une autre BD. J'en sais rien, on verra. Bah, tu fais l'inverse. Si t'en as marre des poupées, tu fais bourgeoisie kids et voilà, tu te mets dans un milieu ultra huppé avec des gamins qui, pareil, font de la merde, mais juste parce que du coup, ils sont beaucoup trop riches. Je sais pas. Mais du coup, là, faudrait dessiner des maisons de Bourges et tout. Ce serait hyper chaud aussi, tu vois. Et bah voilà, mais c'est ça, quand je te parle de challenge, tu vois, c'est. Mais sinon, je peux faire un groupe de 3 mecs dans des prairies, tu vois, Ouais, dans des décors vides, dans un désert. Voilà. dans des décors comme le dernier Zelda, là, avec rien, juste des grosses plaines. Alors fais attention à ce que tu dis sur le dernier Zelda. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont te prendre pour cible après. Il faut pas dire du mal du dernier Zelda. Et de toute façon, je l'ai même pas encore fait en plus, je t'avoue. Je l'ai pris Day One, je l'ai toujours pas démarré. Mais ça ne nous intéresse pas. En tout cas, ça n'intéresse pas nos auditeurs. J'avais une question aussi juste d'un point de vue technique. Tu bosses en tradi, en numérique. C'est quoi justement ta méthodologie de travail technique? Je bosse tout sur Cintiq, enfin tout sur ordi, du storyboard jusqu'à la fin. Parce que juste, c'est impossible de trouver un scanner qui retranscrit parfaitement ton trait papier en numérique. Enfin, j'ai jamais trouvé un scanner qui faisait ça.
Et puis, juste ça va beaucoup plus vite et c'est plus pratique, quoi. Et c'est pas quelque chose qui, je veux dire, qui te manque, mais notamment par rapport à tout ce qui est exposer des planches, avoir des originaux, des trucs comme ça, c'est pas un truc qui, dont tu ressens le besoin forcément, quoi. Ouais, je sais pas, tu sais, moi, je me projette pas jusqu'à exposer des originaux. Parce que là, déjà, tu vois, être dans ce podcast, pour moi, c'était un peu fou, quoi. Parce que bah, j'écoutais le truc avant et je pensais pas que j'y serais un jour. Tu vois, tout ce qui m'arrive, entre guillemets, dans la BD depuis que je suis avec 619, c'est un peu, tu vois, entre gros guillemets, rêve sur rêve, quoi, tu vois. Du coup, Mhm. j'ai pas poussé le truc jusqu'à me dire, je vais exposer des originaux. Je verrai, quoi, si un jour vraiment, je vois qu'il y a une demande, d'acheter des planches originales, ce genre de truc, ben, peut-être que je ferai, je sais pas ce qu'il avait fait, Nief sur Okai, là, ça me semble pas mal, tu vois, le truc de faire, Ouais, d'en faire quelques-unes c'est ça, en ouais, tradi. c'est ça. Je pense que ça, si jamais je devais faire des originaux, je pense que je ferais ça, quoi. D'accord. Et bah, donc du coup, ta gestion des couleurs aussi, c'est toi qui fais tout dans l'ensemble. Tu définis une palette un peu avant de te lancer dans le projet, ou c'est quelque chose où tu expérimentes directement sur tes dessins, avec notamment en tout cas ce que j'ai l'impression que dans la façon dont tu travailles, c'est d'avoir aussi quand même des palettes très vives sur certaines émotions, notamment quand même le rouge très présent Mm. euh, pour certaines scènes, donc notamment les scènes les plus violentes forcément, parce que le rouge c'est le sang, le rouge c'est des émotions vives. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que t'en fais l'approche, ou c'est juste au pif et tu dis vas-y ça rend bien et tu y vas de façon empirique comme ça? Non, non, c'est exactement ce que tu as dit. C'est vraiment comme ça que je fais le truc. Enfin, se calquer sur les émotions. Et après, ben, je voulais des couleurs, pour les scènes de jour dans le bidonville, je voulais des couleurs hyper vives et un peu bariolées, tu vois. Toujours dans ce délire de créer un contraste entre ce que je raconte et le visuel de ce que je raconte. Et c'est la Ouais. référence aussi, c'était Metropolis, le film de Rintaro, là, basé sur le manga de Tezuka, où ben, il y a un bidonville aussi, et les couleurs, elles sont hyper, c'est hyper coloré et tout, hyper vif, et je trouve ça trop stylé. Voilà. Ouais. D'accord, ok. J'avais aussi une question à te poser. Je pose juste une balise spoiler pour le podcast, juste pour dire que je vais rentrer juste dans le détail juste de certaines scènes. Pour celles et ceux qui n'auraient pas lu l'album, même si en général les gens écoutent le podcast souvent après avoir lu, mais au cas où, voilà, vous êtes un petit peu prévenus. Par rapport juste au personnage de Bambi, parce qu'il y a quand même une scène où tu la vois aux prises avec un gars qui est clairement compte la violer, quoi. Est-ce que ça t'a posé des questions en termes de représentation, de faire attention justement à pas forcément sexualiser ton héroïne, ou alors à justement parce que c'est une scène où d'un coup son visage disparaît, tu vois plus les traits de son visage jusqu'à ce qu'elle réussisse quand même à s'échapper et en gros à couper les couilles du gars. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis un petit peu, puisque dans la BD de genre tu peux facilement tomber aussi un peu on va dire dans de l'exploitation. Je sais pas si c'est des choses auxquelles tu réfléchis ou pas. Si, si, carrément. J'espère que ça n'a pas fait ça, tu vois. J'espère que ça donne pas un effet un peu gratuit, tu vois, de... Mais enfin, en fait, le but, y compris dans le fait de cacher son visage, c'était juste de montrer, parce que depuis le début, je l'ai montré comme un perso super sympa. Je voulais juste montrer que, bah, en fait, elle est encore plus énervée que NJ si elle s'y met, tu vois. C'était ça le délire, quoi. Mhm. Enfin, de montrer qu'en fait, si elle est si elle est en danger ou que ses potes sont en danger, elle peut être hyper violente. Je voulais montrer aussi que c'est un peu la plus forte du groupe, quoi. C'était juste ça, en fait, le but de cette séquence. Et après aussi, je me disais que je ne pouvais pas, pour rester cohérent avec mon univers et un peu, vu que j'explore un peu tous les vices, tu vois, dans cet univers-là, c'est un peu le lieu de tous les excès, tu vois, la décharge, là. Du coup, je me disais que je pouvais pas, j'ai parlé de drogue, machin, je pouvais pas, faire comme s'il y avait pas aussi cet aspect-là, tu vois. Ouais. De forcément des trucs un peu pédo, machin. Mais après, jamais je dessinerais une scène comme ça me dégoûterait, quoi. Du coup, c'est pour ça, là, elle est aussi un peu stylée, tu vois, la séquence, moi, je trouve, hein, dans le délire, c'est un peu badass, tu vois, ce qu'elle fait. Ah oui, bah c'est tranchant. On peut le dire, on peut le dire comme ça. J'avais donc, je l'avais dit avant, mais j'avais eu peur pour le chien quand même, qui est là bien sur la couverture aussi. C'est aussi un choix comme ça d'avoir une mascotte, d'avoir un animal en fait. Ça aussi, qu'est-ce que ça apporte selon toi en fait? C'est cool d'avoir alors déjà t'es team chien clairement. J'espère que là-dessus on est raccord, mais
En vrai, je suis team les deux. J'ai un chat, mais je kiffe trop les chiens. Je suis team chat-chien. Mais après, pourquoi il est là franchement, c'est parce que c'est cool, comme t'as dit, quoi. J'ai pas de... Je pense qu'il a porté un peu de, de joie de vivre dans cet univers, tu vois. Mais ouais, c'est tout. Il y a pas... Après, il a pas une place centrale dans l'histoire. En vrai, il accompagne plus les séquences, tu vois, plutôt que... Enfin, tu vois, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça à la lecture, mais il est pas... c'est pas un élément hyper important dans le scénar. En soi, s'il serait pas là... à part pour le côté il est cool, ça changerait pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus un petit kiff. Après, t'aurais pu lui faire prendre une place plus importante si s'il était mort en fait en même temps que Lombric, ou juste si c'était lui qui avait été mort, puisque bah, là t'aurais eu un syndrome John Wick, et de toute façon voilà, on bute pas les chiens quoi. Si tu tues un chien, tu t'en mords les doigts après quoi. Mais justement, on vite pas les chiens, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un coup de pression au lecteur en mode, je vais faire genre qu'il est mort. Mais puis je me suis dit aussi, je vais pas faire mourir le chien et l'ombric et en même temps, ce serait trop, quoi. Tu vois. Ouais, clairement. Très bien. Bah, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu de toi par la suite? Là, tu vas faire un peu des dédicaces pour soutenir la BD. Tu es déjà en train de plancher sur le second tome. Comment ça se déroule en ce moment, petit rapace? Bah, les deux trucs que t'as dit, ouais, je suis en espèce de tournée de dédicace, entre guillemets, toute la deuxième moitié de 2023, là, un peu partout. J'annoncerai les dates au fur et à mesure sur les réseaux parce il y a trop de dates, quoi. Et, euh, et sinon, ouais, je suis sur le tome 2 là. C'est un peu dur de se remettre sur un gros projet comme ça à fond, mais je pense que l'histoire est pas mal. J'essaye d'être un peu moins juste dans le trip visuel et d'un peu plus pousser l'univers dans le tome 2, d'ajouter Ouais. des trucs un peu plus matures dans le scénario, enfin, dans l'histoire, plus que juste de la bagarre, quoi. Pour que ce soit, voilà, que ce soit un petit peu moins le défouloir. Ouais, carrément. J'aimerais bien raconter des trucs un peu plus sérieux, enfin, au niveau des émotions et tout, ou un peu plus, ouais, un peu moins terre à terre, quoi. D'accord. Et c'est quelque chose que tu fais de nouveau un petit peu en sous-marin, en solo, sans trop en montrer en fait à d'autres personnes, que ce soit Run, j'imagine, qui supervise un petit peu toujours le taf, mais pour l'instant, tu le fais de ton côté, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'au label, enfin, il me semble que Ron avait déjà parlé de ça déjà plusieurs fois, mais tu sais, tout le monde bosse de chez lui, un peu Mm. de partout, et du coup, je sais pas, on montre pas énormément ce qu'on fait pendant qu'on le fait, quoi. Mais après, ça dépend si j'ai un doute sur un truc, je peux lui envoyer, tu vois, donc c'est moi aussi qui fais le choix de pas le faire. Mais du coup, oui, je suis un peu en mode sous-marin, là. Mais là, je suis encore sur le storyboard, donc une fois qu'il sera fait, je le ferai valider. Et puis après, je rentrerai vraiment dans la phase, Dans le dur, ouais, ouais, c'est ça. de la conception. Quelque chose que tu veux teaser sur ce second tome? Je sais pas, ça va être stylé. Ça va peut-être être mieux que le 1. J'espère. Mais que le 1 qui était déjà bien, ne déprécie pas. Attends, je t'ai dit, attends quelques années avant de déprécier tes premiers travaux, parce que sinon tu te coupes toi-même l'herbe sous le pied. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, petit rapace, d'avoir répondu à mes petites questions donc, pour accompagner la sortie donc, de ton premier album en dur. Donc, pour rappel, ça s'appelle Slum Kids. C'est dispo au label 619 chez Rue de Sèvres dans toutes les librairies. C'est sorti fin du mois d'août. Donc, c'est encore largement le temps d'aller le récupérer. Puis, on aura le plaisir donc, de te retrouver dans le Low Reader 3 au mois d'octobre. Et ensuite, donc, ta tournée dédicace et puis le Slum Kids tome 2. On ne sait pas quand, mais sur lequel tu seras en train de travailler. Merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi. C'était très cool. J'espère que c'était pas trop décousu. Non, du tout. Et puis, pareil, je sais pas si c'est le premier podcast que tu fais ou pas, mais Ouais. bah voilà, c'est un baptême, il faut y passer par là, puisqu'en général, en plus, tu es prévenu et tu le sais déjà, c'est qu'en général, j'aime bien, avec les auteurs, revenir les harceler dès qu'ils sortent une nouvelle BD, donc on risque de se reparler, donc voilà, maintenant tu as été baptisé, et ce sera beaucoup plus simple pour toi les prochaines fois aussi, j'imagine. Ben, ce sera avec plaisir si je peux revenir. Très bien, très bien. Et donc, si vous appréciez ces podcasts, les Super Friends, des discussions avec les auteurs, et que vous voulez soutenir l'émission, on vous rappelle que vous pouvez tout simplement partager le podcast sur vos réseaux sociaux.
parler des auteurs et de leurs BD autour de vous également, parce que le podcast sert aussi à mettre en avant voilà, les artistes et leurs travaux. Et s'il vous reste des sous après votre passage en librairie, n'hésitez pas à soutenir notre aventure podcastique sur Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!